coupant les forêts, on assèche le climat, on le rend plus chaud. Et comme Buffon, sa grande théorie, c'était que la Terre se refroidit inexorablement, donc il y a un refroidissement climatique global inexorable lié au fait que la Terre, c'est un morceau de soleil qui est en train de se refroidir peu à peu. La seule façon de compenser ce refroidissement, c'est de réchauffer le climat localement en coupant des arbres. Et donc Buffon a des phrases très impressionnantes en disant voilà, l'humanité est capable de fixer la température du climat au point qui lui convient le mieux. En fait, l'histoire environnementale, c'est un nom pour décrire quelque chose qu'on faisait depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est un mélange en fait de plein de proches qui viennent de l'histoire des sciences, de l'histoire des techniques, de l'histoire de l'économie. C'est reconfiguré, ça devient important avec la montée de la question environnementale, mais je dirais qu'il y a voilà, c'est l'histoire tout court en fait, hein, l'histoire environnementale. Il ne faut absolument pas mettre ça dans une case à côté. Non, en fait, quand on fait de l'histoire environnementale, on peut traiter de l'histoire des pollutions, on peut traiter de l'histoire du changement climatique, on peut traiter de plein de choses, mais au fond, on s'intéresse à la constitution matérielle de nos sociétés, à l'histoire de la constitution matérielle de nos sociétés. C'est pour ça que c'est étroitement lié à l'histoire économique, à l'histoire des techniques, à l'histoire de l'expertise, à l'histoire... voilà. Donc, je pense que c'est une histoire... Moi, ce que je trouve intéressant, en tout cas, avec cette idée d'histoire environnementale, c'est qu'il faut prendre en compte sérieusement la matérialité de nos sociétés. Quand on lit ce livre-là, on passe 5 siècles et on se rend compte comment différentes sociétés, régimes ont changé et ont mobilisé ce même terme, le changement climatique. Et peut-être que le début de l'histoire, c'est le 15e, donc peut-être que c'est Christophe Colomb, la colonisation, et cette période-là qui était le début de cette histoire de changement climatique. Peut-on voir ça comme ça ? Il faut bien voir que le changement climatique dont on parle, c'est pas le même changement climatique qui nous tracasse maintenant, qui nous préoccupe maintenant et qui est en fait une menace fondamentale maintenant. Le changement climatique qu'on a étudié avec Fabien Locher, c'est un changement qui est lié à la déforestation, au changement de l'état du sol. Et la grande question en jeu, c'était le cycle de l'eau. Est-ce qu'en déforestant des continents entiers, on n'est pas en train d'altérer le cycle de l'eau ? Et c'est vrai que ces débats sur la transformation du cycle de l'eau, donc des précipitations et des températures, disons, commencent ou s'intensifient au 15e, 16e siècle avec la colonisation de l'Amérique. C'est lié à des constats assez simples. En fait, on n'a pas du tout le même climat à même latitude de part et d'autre de l'Atlantique. Et pour expliquer ça, la meilleure théorie qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore déforesté, on n'a pas encore travaillé la terre. Et donc l'argument du changement climatique, c'est d'abord un argument impérial. C'est un argument de justification de la conquête coloniale. C'est dire, si le climat est trop humide, trop froid, tous les défauts en tout cas qu'on peut trouver au climat des Caraïbes ou de l'Amérique, c'est parce que les Indiens, les autochtones, n'ont pas encore travaillé le sol. Et donc en fait, ils ne sont pas vraiment propriétaires du sol. Ils ne sont pas vraiment propriétaires de ces terres. Ces terres, elles sont laissées en déshérence et les colons européens, chrétiens, sont légitimes finalement à s'approprier ces terres-là. Donc c'est vraiment un argument fondamentalement impérialiste au départ. C'est un argument aussi de type théologie naturelle. Ça montre qu'il y a une forme de sanctification divine, que le climat s'améliore quand les Européens arrivent. Voilà, donc vous voyez, on est dans un univers mental extrêmement différent des questions de changement climatique maintenant. Si on a bien fait attention, évidemment, à faire ce genre d'anachronisme grossier. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on s'intéresse à cette question du cycle de l'eau et la déforestation, on tombe très vite sur des grands débats autour de la propriété privée, autour de l'énergie, autour de la production des céréales, sur la famine, sur des questions en fait qui renvoient vraiment aux grands problèmes politiques, économiques et sociaux de ce temps-là, quoi. Donc ce qu'on a voulu faire avec Fabien, c'est pas une histoire rétrospective du changement climatique où on aurait pris les pionniers de l'étude du CO2 et de l'effet de serre, ce qui au fond une histoire très courte. Ça commence au 19e siècle, avec Fourier, Tyndall, Arrhenius, les noms classiques qu'on cite dans ce cadre-là. C'est une histoire qui est très rassurante, parce que c'est des savoirs qui sont vérifiés par la physique contemporaine, mais c'est une histoire qui en fait passe à côté de l'essentiel, quoi. Où, en fait, quand on parlait de changement climatique depuis le 16e siècle jusqu'à la fin du 19e siècle, en fait, on parle de cycle de l'eau et de forêt. Et c'était dans cette idée-là que, au fait, l'eau était captée par les forêts, du coup, il faut qu'on rase les forêts et qu'on mette autre chose par-dessus. Alors ça dépend dans quel
Enfin, selon quel naturaliste vous prenez. Si vous prenez Buffon, effectivement, il est un peu dans cette idée-là. Lui, il pense qu'en coupant les forêts, on assèche le climat, on le rend plus chaud. Et comme Buffon, sa grande théorie, c'était que la Terre se refroidit inexorablement. Donc il y a un refroidissement climatique global inexorable lié au fait que la Terre, c'est un morceau de soleil qui est en train de se refroidir peu à peu. La seule façon de compenser ce refroidissement, c'est de réchauffer le climat localement en coupant des arbres. Et donc Buffon a des phrases très impressionnantes en disant, voilà, l'humanité est capable de fixer la température du climat au point qui lui convient le mieux. Donc il y a une forme de géo-ingénierie déjà au XVIIIe siècle qui est liée à cette idée que, oui, quand on coupe la forêt, on change les caractères climatiques des lieux. Après, je dirais que depuis, déjà chez les savoirs de l'Antiquité, chez Aristote par exemple, il y a une forte interaction entre l'hydrologie, le sol et l'atmosphère. Ça fait partie des météorologiques de toute cette zone sublunaire où il y a finalement une interaction très forte entre même le volcanisme, la présence d'une rivière et puis le climat. Pareil dans la notion de zone climatique, qui est en fait la notion importante dans la géographie antique. Ce n'est pas tant le climat qui est intéressant, qui est simplement une zone astronomique, c'est entre 2 latitudes, mais la notion de zone climatique, la zone torride, la zone frigide, la zone tempérée. Là, il y a déjà des formes d'interaction entre le sol et l'atmosphère. Par exemple, pourquoi autour du Nil ou pourquoi autour du Gange, c'est si fertile? C'est parce qu'à la fois il fait chaud et en même temps il y a beaucoup d'humidité. Et c'est à cette rencontre que naissent des prodiges comme les hippopotames, les éléphants, les crocodiles, etc. Donc il y a déjà cette idée d'une sorte d'interaction entre le sol et l'atmosphère. Mais ce qui change avec la colonisation, c'est qu'on est de fait en train de changer matériellement, en tout cas les Européens pensent qu'ils vont changer fondamentalement la surface du sol et donc influer sur le climat. C'est pour ça que vraiment la colonisation de l'Amérique, c'est le point de départ des réflexions en Europe sur le changement climatique. C'est vraiment à ce moment-là que c'est important. Ce qui fait un peu peur, entre guillemets, parce qu'on sanctifie souvent les scientifiques comme étant un objet à part ou un objet, on fait de la science pour faire de la science, mais déjà à cette période-là, il y avait, que ce soit Boyle ou Buffon ou autre, qui avait une pensée scientifique qui allait réellement changer les choses et affecter certains peuples. Ce n'était pas juste faire de la connaissance, c'était de la connaissance pour être mobilisé par la suite pour quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que pour ce qui est par exemple de la Royal Society en Angleterre, elle est étroitement liée aux gouverneurs coloniaux, aux milieux coloniaux, aux compagnies coloniales. Donc c'est sûr, et les colonies, d'une certaine manière, c'est pensé comme un terrain d'expérimentation où on change des paramètres et on voit ce qui se passe. Donc, par exemple, en Irlande, qui est une colonie britannique, évidemment, William Petty, il commence à faire de l'arithmétique politique parce qu'il a envie d'étudier scientifiquement ce qui se passe quand une nouvelle population arrive, etc. Donc, et c'est la même chose, si vous voulez, sur les forêts, au fond. Il y a des phrases assez incroyables d'un savant anglais. Son nom m'échappe à l'instant, mais en 1690, il fait un papier assez incroyable où il montre le rôle des plantes. Enfin, il étudie l'évapotranspiration. Il dit finalement ce que je mesure dans mes ballons, où je vois que les arbres, effectivement, émettent beaucoup de vapeur d'eau. Enfin, toutes les plantes sont comme des petites usines de vapeur. Ça explique ce qui se passe en Amérique. Donc, en gros, pour ces savants-là, il y a vraiment un rapport expérimental à la Terre tout entière, au climat tout entier. C'est ça qui est assez frappant, c'est cette conjonction d'échelle entre le laboratoire et le globe. Il y a des rapports tout de suite qui sont faits directs, des courts-circuits assez impressionnants. Donc, ça, je trouve intéressant, c'est que par exemple, on peut avoir une vision trop simple de ces questions en disant pendant longtemps, les gens se sont préoccupés de l'environnement local, du climat local, du climat d'une ville, du climat d'une vallée, et puis depuis peu, on s'intéresse au climat global. Mais c'est pas vrai. C'est trop simple. Et même d'un certain point de vue, si vous prenez la théologie naturelle, le créationnisme, il s'intéressait évidemment au globe, comme une entité régulée, stable, et essayer de comprendre la stabilité. Pourquoi il y a, je ne sais pas moi, tant de quantité d'eau dans l'atmosphère, etc. C'est des questions qu'on traitait à l'échelle globale tout de suite. Et les savoirs ont plutôt tendance à se relocaliser par la suite, d'une certaine manière. Donc voilà, ça je trouve que c'est important de ne pas avoir des visions simplistes et téléologiques, où on serait que dans des formes de prise de conscience progressive et qui s'amélioreraient au cours du temps, où on serait dans des formes de plus en plus globales et connectées, systémiques de savoir. C'est pas du tout comme ça c'est pas ça l'histoire des savoirs sur le climat.